Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce bon mois de mars, que si l'avancée des saisons continue et on croise les doigts, devrait peut-être voir l'arrivée des premières cerises. Alors aujourd'hui, nous allons parler de physique, mais pas n'importe laquelle. Ils peuvent être de surface ou de profondeur, aller à gauche comme à droite. Ils sont influencés par les vents, la rotation de la Terre et participent à la régulation du climat. Ils sont les courants océaniques. Bravo à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces phénomènes physiques à la fois bien et peu connus. Mais surtout, nous allons nous pencher sur la façon parfois assez surprenante dont certains chercheurs les étudient. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Maes, océanographe physicien, chercheur à l'IRD à Brest. Il conduit des recherches sur la dynamique océanique et le phénomène climatique El Niño, Southern Oscillation. Il est un expert des mécanismes physiques de la couche barrière de sel et s'intéresse tout particulièrement à la circulation océanique de la mer de Corail et du gir subtropical du Pacifique Sud. Christophe Maes, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis autour de moi, également sur le plateau pour animer cette émission, une partie de l'équipe de la Fondation. J'ai nommé Damien. Bonjour à toutes et tous. Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Pauline. Bonjour. Et un nouveau venu, Alexis. Bonjour tout le monde. Et puis évidemment, avec nous à la technique, comme toujours, on l'adore, Clément. Salut. Eh bien merci, on est très contents et très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle parenthèse scientifique. Pendant 40 minutes, les plastiques et l'océanographie physique, quand les chercheurs tirent parti d'une pollution globale. Et pour commencer, le mot du jour. Le mot du jour. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec le mot du jour qui est les microplastiques. Alors le microplastique, c'est quoi ? On les retrouve partout dans l'environnement, dans les mers, dans les océans, les cours d'eau, le sol, les habitations, etc. Mais qu'est-ce que c'est exactement des microplastiques par rapport au plastique, par exemple ? Ce sont des plastiques qui ont été dégradés progressivement, donc issus de plus gros plastiques, qu'on appelle les mésoplastiques, et qui sont de petite taille, c'est-à-dire une taille comprise entre quelques centaines de nanomètres jusqu'à 5 mm. Quand on est en dessous de 100 nanomètres, on parle alors de nanoplastiques. Concernant les microplastiques, ce sont comme tous les plastiques des polymères de différentes natures, avec en plus des additifs comme les plastifiants par exemple. Ils ont également différentes formes, ça peut être des fibres de vêtements, des fragments de plastique plus gros, et ces natures et compositions chimiques variées, et ces formes variées les rendent très complexes à quantifier et à étudier. Vous reprendrez bien un peu de science? Merci Damien, nous sommes maintenant incollables sur les microplastiques. De retour avec Christophe Maes, océanographe physique, pour parler des courants marins. Merci Christophe d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, première question pour vous. En quoi consiste votre métier peut-être d'océanographe physicien ? Et pouvez-vous nous expliquer comment on devient océanographe physique ? Alors, comme vous le savez peut-être, l'océanographie, c'est une science multidisciplinaire qui va regrouper un certain nombre de spécialistes de différents secteurs. Et la physique, elle a le rôle de comprendre les mouvements physiques, c'est-à-dire en fait tous les mouvements de la mer et des océans, de façon à mieux appréhender leur capacité de transport ou leur capacité de régulation du climat, ou toutes sortes de choses qui vont être liées à ce déplacement des masses d'eau au sein des océans. Comment on devient océanographe ? On devient en général océanographe plutôt à la fin de ses études, donc dans la partie plutôt de la fin du master, où il y a des domaines de spécialisation qui vont faire qu'on va travailler sur l'atmosphère, l'océan ou l'environnement en général. Et donc, si on a bien compris, vous étudiez les courants marins à l'aide de modèles, des modèles numériques. Qu'est-ce que ce sont que ces modèles ? Et puis surtout, avec quelles données vous utilisez ? Alors, les modèles, en fait, c'est un outil, comme on peut utiliser le même genre d'outils pour comprendre les mouvements de l'atmosphère et puis, par exemple, faire de la météorologie, donc de la prévision du temps. Et pour l'océanographie, on va faire la même chose, mais évidemment, au lieu de considérer l'air, on va considérer l'eau de mer,
et on va essayer de comprendre un petit peu les différents mouvements et les différents comportements de ce fluide. Alors, on se repose sur des modèles qui ne sont pas des modèles qui sortent de n'importe quel chapeau, hein. Ils sont basés sur des lois physiques d'ailleurs de conservation, des paramètres principaux que sont la température et la salinité, par exemple, pour l'océan. À partir de ces paramètres, on en déduit la densité, et de la densité, on est capable de déduire des premiers mouvements des grandes échelles à l'échelle des bassins océaniques, avec des courants, des très grands courants, hein, comme on connaît très bien le Gulf Stream, par exemple, qui répond donc finalement au vent et à la rotation de la Terre en générant des courants au sein de l'océan. Donc c'est toute cette dynamique océanique qu'on essaie de comprendre et puis d'utiliser pour faire éventuellement des prévisions du comportement et des différents déplacements des masses d'eau océaniques. D'accord. Donc, comme on l'a vu précédemment, donc vous étudiez les courants marins, mais est-ce que vous pourriez donner une définition et comment ils se forment? Alors, il y a beaucoup de mécanismes différents, en fait, qui vont pouvoir être mis en cause dans les différents mouvements de la mer. Il y a tout un spectre, si vous voulez, de mouvements qui existent au sein de l'océan. Depuis les plus petits mouvements qu'on connaît, ce sont les vagues, par exemple, que tout le monde a expérimenté quand il a été se baigner, et surtout quand il a bu une tasse. Donc ça, c'est des petits mouvements de la mer, jusqu'à des courants qui vont être beaucoup plus grands. Les courants, par exemple, de grande échelle, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une baie, que sont les marées, et les grandes marées en sont un meilleur exemple le plus frappant, on va dire. Et puis après, il y a au sein de l'océan du large, ce qu'on appelle nous l'océan hauturier, donc plutôt celui qu'on ne voit pas depuis le bord de la côte, il y a des grands mouvements et des tourbillons. L'océan, c'est colonisé, si vous voulez, de tourbillons qui tournent dans le sens cyclonique ou dans le sens anticyclonique et qui permettent de transporter des matières sur des beaucoup plus grandes distances et typiquement de traverser les bassins océaniques. On y reviendra parce que ça peut intéresser les plastiques en particulier. Ok, donc il y a toute une ribambelle de types de courants en gros, mais par quoi est-ce qu'ils sont influencés? Parce que j'imagine que, par exemple, les vagues, on voit bien que d'un jour à l'autre, c'est pas la même chose. Est-ce qu'ils sont influencés par le vent uniquement, par les saisons? Qu'est-ce qui peut les influencer? Alors effectivement, il y a toute une série de mécanismes de forçage donc, qui vont générer ces courants et qui, en fait, finalement, l'océan ne fait que répondre en surface, par exemple, effectivement, au vent et à la dynamique des vagues. Et puis en subsurface, qui va faire plutôt réagir, en fait, ce sont les contrastes de densité, les masses d'eau qui sont plus froides et qui sont plus denses, qui vont par exemple se former au niveau des pôles, vont recirculer dans les couches profondes de l'océan pour réalimenter en fait un circuit de circulation profonde. Donc on a toute une gamme un petit peu en fonction de où vous regardez aussi, en quelque sorte. Hein. Si on regarde la surface, on ne va pas avoir la même composition des forçages. Le vent est assez primordial dans ce cas. Quand on regarde dans les couches profondes, voire collé au fond, c'est forcément la forme du bassin océanique et puis les contrastes de densité, donc de température et de salinité à l'échelle des bassins qui vont générer ces grands courants. Donc le sel a un grand rôle, la salinité aussi dans la densité des courants. Tout à fait. La densité et la salinité, au même titre que la température, ce sont ce qu'on appelle des variables d'état. Donc, c'est-à-dire que c'est ces deux paramètres qui vont définir, avec des lois cette fois-ci plutôt empiriques, la densité de l'eau de mer, puisque autant dans l'atmosphère, on a une loi des gaz parfaits, autant dans un liquide comme l'eau de mer, on n'a pas de loi parfaite ou analytique, on a plutôt des relations numériques qui nous permettent de relier les variations de température et de salinité aux variations de densité. En général, dans l'océan, c'est la température qui prédomine, mais on peut avoir des phénomènes importants où la salinité joue son rôle. Et en particulier, vous l'avez mentionné, dans mes études antérieures, j'ai travaillé sur la dynamique des événements El Niño, où la salinité pouvait jouer un rôle important, elle-même influençant la température et donc le couplage entre l'océan et l'atmosphère. Et vous parliez de rôle. Est-ce que vous pensez qu'on peut attribuer des rôles et des fonctions à ces courants? Et quel est le but de l'étude des courants en général? Alors, on peut effectivement associer des fonctions et des rôles, puisque le courant, par exemple, va transporter, va être l'océan, finalement, si vous voulez, se comporte un petit peu comme l'atmosphère. Dans la bande équatoriale, il acquiert de l'énergie avec le rayonnement solaire, et il va transporter vers les latitudes plus élevées cet excédent de chaleur pour réguler le climat de la Terre. Et ce qu'on sait moins en général, c'est que l'océan régule le climat au même titre que l'atmosphère et à quasiment part égale, mais ne le fait pas simplement aux mêmes latitudes. Hein, c'est surtout, par exemple, les grands courants de bord ouest, comme le Gulf Stream, qui vont générer cette activité au sein de l'océan Atlantique, par exemple, mais il y a la même chose au sein de l'océan Pacifique Nord avec le Kuroshio. Donc là, vous avez des rôles et des fonctions qui sont différentes en fonction des bassins océaniques
qui sont eux-mêmes différents. Et puis, à l'opposé, donc au pôle sud, par exemple, autour du continent antarctique, on a un courant circumpolaire qui est très fort, qui est très important et qui, lui, régule aussi les échanges entre les latitudes les plus élevées de l'océan et puis les bandes subtropicales. Ok, merci. Et du coup, pour faire tourner vos modèles, vous vous basez sur des données. Alors, je ne sais pas si c'est que satellitaire ou vous disiez tout à l'heure aussi des équations en physique pour les faire tourner. Mais est-ce que vous avez un moyen de vérifier leur validité sur le terrain? C'est même une étape indispensable, hein, puisque quand on utilise un modèle, on pourrait très bien se contenter de rester dans son périmètre et de dire mon modèle, de toute façon, il va donner une solution. Mais effectivement, il est important de savoir que vaut cette solution, en fait, comment elle se compare finalement à la réalité. Et là, il nous faut faire appel aux observations de l'océan, qui reste quelque chose assez difficile à mettre en place, hein. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a l'ère des satellites qui est bien en place, qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe essentiellement à la surface de l'océan, d'ailleurs. On a très peu d'informations sur la partie interne de l'océan. Mais par contre, ça permet d'avoir des couvertures spatiales et spatio-temporelles assez importantes et donc de pouvoir être comparé avec les modèles et d'être sûr qu'on ne part pas dans une direction avec un modèle complètement opposé à la réalité des choses qui sont observées. Du coup, les données satellitaires, c'est plus pour vérifier le modèle que vraiment pour créer le modèle. Alors ça ne crée pas le modèle, effectivement, c'est plutôt un complément des modèles. En fait, c'est l'océanographie physique aujourd'hui, repose sur un triptyque, hein, qui sont les modèles, les observations satellites, parce que ça permet d'avoir effectivement quand même une couverture spatio-temporelle assez importante, et puis les observations qu'on appelle in situ, donc c'est-à-dire sur place, c'est-à-dire qu'on est capable de collecter ces observations avec des bateaux ou des moyens maintenant de type robotique qui vont dans la colonne d'eau et capter les informations et puis à un moment donné les retransmettre par satellite. Donc c'est un petit peu sur ce triptyque que l'océanographie physique aujourd'hui fonctionne. Alors du coup, vous utilisez également les plastiques et leur déplacement dans les océans pour étudier ces courants. Donc dans quelle catégorie se situent-ils, ces microplastiques? Est-ce que c'est de l'in situ ou est-ce que vous les utilisez aussi pour vos modèles? Alors, la démarche est plutôt inverse. On a utilisé les modèles pour essayer de comprendre le déplacement des plastiques ou essayer de comprendre s'il y avait, par exemple, ce qu'on appelle des hotspots d'accumulation, hein, qui permettraient de mettre en place potentiellement des procédures de nettoyage. Donc, et en fait, en faisant ce travail, on s'est aperçu, en voulant comparer aux observations, donc ça reste très difficile parce que c'est encore un réseau d'observation qui est très, on va dire, à son début, qui est très dans une période assez d'enfance, quoi, et qui n'est pas très développé. On s'est aperçu qu'on pouvait peut-être tirer profit effectivement de ces plastiques. Alors, pas les microplastiques, parce qu'effectivement, comme ça a été défini, ce sont des petits fragments finalement, donc difficiles à utiliser. Par contre, les méso ou les macroplastiques, ils ont l'avantage qu'on peut effectivement tracer leur origine dans certains cas. Et c'est un petit peu à partir d'une expérience comme celle-ci, étant capable d'identifier l'origine des plastiques, que je vais utiliser en fait ces plastiques que j'avais trouvés dans un autre endroit pour essayer de voir si l'océan me permet, en tout cas la dynamique océanique me permettait de mettre en relation ces deux endroits avec des temps de transfert qui étaient, somme toute, assez raisonnables. Ok, donc vous étudiez les courants grâce au plastique, ce qui renseigne de fait sur leur déplacement, leur zone de convergence. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les derniers résultats de vos recherches sur le sujet? Alors, sur le sujet, en fait, on s'est aperçu en travaillant à l'échelle, nous on travaille beaucoup à l'échelle globale, c'est-à-dire on veut essayer de comprendre l'ensemble de la circulation des bassins océaniques, hein, et on s'est aperçu qu'effectivement, on mettait donc dans nos modèles des particules numériques, c'est-à-dire fictives, hein, mais dont on calcule nous-mêmes la trajectoire, et on en mettait suffisamment pour essayer d'avoir l'ensemble des mouvements de l'océan, donc ça se fait plusieurs millions de particules comme ça qu'on était capable de calculer, et de regarder où est-ce qu'elles se dispersaient au sein des océans. Et puis en faisant la comptabilité, si vous voulez, de ces particules en quelque sorte, on s'est aperçu qu'au milieu des océans, on en retrouvait, mais on ne retrouvait pas le nombre total. Et en fait, on a pu diagnostiquer ou analyser qu'une partie de ces particules restait près de la côte. Et effectivement, on pouvait associer finalement ces particules, ou en tout cas le comportement de ces particules, à des particules qui seraient piégées à la côte et qui viendraient se rééchouer finalement sur les côtes et expliquerait aussi pourquoi on retrouve finalement beaucoup de déchets plastiques le long des plages. Et c'est à partir de ces résultats qu'on a commencé à faire des expériences beaucoup plus régionales, avec des résolutions beaucoup plus importantes, pour mieux comprendre ce qui se passait finalement de cette interaction de l'océan hauturier, hein, ce fameux océan du large, qui m'intéresse au premier degré, mais finalement qui interagit beaucoup avec l'océan côtier, et puis voire même la côte, puisqu'une partie de mes particules se retrouve coincée ou piégée à la côte. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup et qui nous interpelle encore
en ce moment. J'ai une petite question. Vous avez parlé de hotspot, de convergence de ces plastiques. On entend beaucoup parler du 7e continent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et est-ce que c'est le seul point de convergence des plastiques dans le monde ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a sûrement d'autres, mais effectivement, c'est cette idée de 7e continent qui est plus une vue de l'esprit, en fait, mais reporte à cette idée qu'il va y avoir des grandes zones d'accumulation au niveau des subtropiques, donc à peu près vers 30 degrés de latitude. Alors, on les connaît, on les connaît bien. Celle qui était la mieux connue, si vous voulez, ou historiquement, qui était connue depuis très longtemps, depuis les voyages de Christophe Colomb, c'est la mer des Sargasses dans l'Atlantique Nord, puisque, effectivement, en plein milieu de l'océan, on peut se retrouver avec son bateau entouré de ces grandes algues brunes qui s'appellent les sargasses. Et donc, elles sont amenées par l'océan, par la dynamique océanique de convergence à l'échelle de ce bassin. Et puis, plus récemment, donc, on a redécouvert l'existence d'une grande poubelle, en quelque sorte, comme disent les anglophones, dans le Pacifique Nord, où là, ce sont l'ensemble des déchets océaniques qui viennent s'agglutiner. Alors, il faut rester quand même assez prudent dans le sens où ce n'est pas des continents sur lesquels on pourrait marcher, c'est des densités de quelques dizaines de kilos au kilomètre carré. Donc, vous voyez, c'est pas du tout. Mais cette idée est assez réaliste dans l'idée où, effectivement, il y a une convergence qui elle-même s'explique au premier ordre par les courants et la réponse des courants au vent, en fait, finalement, dans les subtropiques, qui se situent dans des régions entre les vents alizés, d'une part, et puis les vents des moyennes latitudes, et qui font que par la réponse dynamique des courants océaniques, vous avez une petite convergence qui se fait, et donc qui va permettre de retenir, en fait, les plastiques dans ces régions-là. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près identifié 5 grandes zones, donc une dans l'Atlantique Nord, une dans le Pacifique Nord, qu'on connaissait, et une dans l'Atlantique Sud, dans le Pacifique Sud, qui est beaucoup plus petite, à peu près au niveau de l'île de Pâques, et puis probablement une dans l'océan Indien aussi. D'accord. Oui, donc il y en a quand même plusieurs. A priori 5. Alors j'ai dit aussi dans l'océan Indien, parce que c'est celle qui nous pose le plus de questions en ce moment. On a encore pendant très longtemps, on se demandait même si elle existait, et surtout c'est où est-ce qu'elle était, où est-ce que son cœur était localisé. Certains modèles, vous voyez, donnaient plutôt un cœur localisé le long des côtes australiennes, alors que effectivement les quelques évidences de terrain nous poussaient à penser qu'elle pouvait être beaucoup plus proche de l'autre partie du bassin, donc plutôt vers les côtes de Madagascar. Donc, vous voyez un petit peu encore le type d'inconnu auquel on est confronté. Merci beaucoup Christophe Maestre. On passe à la petite pause musicale intra-interview et vous avez choisi aujourd'hui Message in a Battle, Police. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que j'espère que mon SOS va être entendu par tout le monde. On a Bon, battle en plastique. Surtout la planète océan. Très bien. Eh bien, c'est parti. Message in a Battle, Police. Love can mend your life, but love can break your heart.
message in a bottle. De retour avec Christophe Maes qui vient de nous envoyer son SOS Message in the Battle où on parle de courant marin et de plastique. Donc, Monsieur Maes, est-ce que vous pouvez rapidement redéfinir comment donc ces zones de convergence se forment? Est-ce qu'il y a différentes tailles? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que ces zones de convergence sont immuables ou est-ce qu'elles peuvent varier ou changer de place? Alors, il se trouve qu'elles ne changent pas beaucoup de place, mais elles ont effectivement un point commun, c'est qu'on les retrouve à peu près vers 30 degrés de latitude, que ce soit nord ou sud. Et ça, c'est vraiment en réponse à la dynamique des courants de surface et au vent notamment, comme on expliquait tout à l'heure. Les vents alizés à l'équateur poussant les eaux plutôt de l'est du bassin vers l'ouest du bassin, mais générant un transfert à cause de la rotation de la Terre vers le pôle. Et puis les vents des régions, de nos régions à nous, plutôt vers 40 degrés de latitude nord, vont pousser, eux qui soufflent plutôt donc, de l'ouest vers l'est, vont en fait induire un transport vers l'équateur. Et c'est la convergence de ces deux transports qui vont créer ces grandes zones de convergence. Pour autant, les 5 zones que j'ai identifiées tout à l'heure, dont on parlait, elles n'ont pas beaucoup, en tout cas dans leur forme et probablement dans leur dynamique, on peut assez peu de points communs, mis à part donc d'avoir ces processus d'origine un petit peu identiques, et puis d'avoir une position centre, en tout cas de leur cœur, vers à peu près 30 degrés de latitude. Et en fait, en les étudiant avec les modèles, on s'est aperçu qu'il y avait un rôle important qui était joué encore par les tourbillons qu'on évoquait tout à l'heure comme étant un des phénomènes importants de la dynamique océanique, puisqu'en fait, l'océan, si on était capable, et ça c'est les satellites qui nous ont appris ça, de faire une photographie instantanée sur l'ensemble de la Terre, on verrait que c'est essentiellement des tourbillons qui tournent dans un sens ou dans l'autre, qui sont en fait les principaux facteurs que l'on voit, que l'on observerait donc avec cette photo. Et qu'on voit très bien sur la couleur de l'eau, par exemple. Et du coup, là, quand on parle de 7e continent, on parle principalement des plastiques qui flottent. Est-ce que ça représente quand même la majorité des plastiques qui se retrouvent dans l'océan ou pas du tout? Alors, pas vraiment. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime, à partir des observations qui ont été faites depuis maintenant pas mal d'années, qu'il y a à la surface des océans à peu près 250 000 tonnes de plastique, là où les estimations, qui sont très incertaines, mais globalement se situent autour de 10 millions de tonnes rejetées chaque année depuis les terres vers les océans. Ah oui, donc c'est vraiment une part infime, enfin une toute petite part. Une part relativement infime, et ça veut bien dire qu'une bonne partie des plastiques se retrouvent plutôt dans la colonne d'eau, voire au fond, bien évidemment, puisque certains sont plus lourds que l'océan et donc coulent dans les couches profondes et sur le fond de l'océan. Okay. Et alors, vos modèles, est-ce qu'on peut dire qu'ils prennent en compte les effets du changement climatique? Et si oui, quelles sont les conséquences sur les courants que vous étudiez, justement? Alors, aujourd'hui, les modèles qu'on utilise, on essaye d'être représentatifs déjà de la situation actuelle, ce qui nous permet de comparer avec quelques observations qu'on a et puis d'avoir une idée du constat qu'on peut faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre cette répartition finalement des plastiques à la surface de l'océan. Alors, on pourrait utiliser, puisqu'il y a effectivement donc, cette idée de changement climatique avec des projections qui sont faites par d'autres modèles, qui sont d'ailleurs au niveau océanique pratiquement les mêmes, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés, mais qu'on va
positionnés dans un cadre de projection, donc dans le temps. Alors, ça pourrait être, et ça devrait être fait, et ça sera probablement fait, à mon avis, bientôt, parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que le changement climatique se confirmant, on va changer la stratification des couches de surface de l'océan. La stratification, ça veut dire effectivement que les eaux ne sont pas homogènes. Hein. On a des eaux chaudes en surface et qui vont se refroidir en profondeur. Et ben, ce gradient, cette variation, elle va être augmentée par le réchauffement climatique, puisque les eaux de surface vont se retrouver plus chaudes et encore plus chaudes. Et donc ça veut dire qu'on est capable, le vent, en fait, si vous voulez, sera en fait de moins en moins capable de mélanger les couches de l'océan, et donc va piéger son énergie dans les couches de plus en plus de surface, et probablement donner des courants de plus en plus forts. Ok. Alors, D'accord. est-ce que ces courants de plus en plus forts auront un rôle sur le plastique? Eh ben, c'est ça qu'il faudra certainement étudier avec les modèles dont on dispose aujourd'hui. D'accord. Et donc, vous entrecoupez des fois des modèles, enfin, vos modèles et ceux d'autres existants, c'est ça? Alors, en fait, c'est ceux qui sont utilisés pour le changement, pour essayer de mieux comprendre le changement climatique. Ce sont exactement les mêmes lois physiques, donc c'est assez normal de retrouver les mêmes types d'outils et les mêmes types de modèles, en fait, dans ces études-là ou dans les études que nous, on peut faire sur le comportement des plastiques. Merci. Et alors, par rapport à vos travaux, est-ce qu'il y a des applications pour le devenir des plastiques, par exemple? On pourrait imaginer un nettoyage ou en fonction de ce que vous venez de nous dire, finalement, voilà, est-ce que ce serait utile, entre guillemets? On l'espère. Pour vous donner un exemple, en fait, avec ces modèles-là, qu'on a appliqués de façon régionale dans les mers indonésiennes, hein, en prenant les sources des principales rivières indonésiennes, donc une vingtaine de rivières dont on savait, grâce aux collègues indonésiens, qu'elles étaient fortement polluées. On a pu mettre en place donc un modèle pour comprendre cette dispersion. Et on s'est aperçu qu'une bonne partie de nos particules dans nos modèles, en fait, se retrouvaient échouées, ce que j'appelais échouées tout à l'heure, c'est-à-dire très proches des côtes, et il nous semblait rester en fait piégé en fait près de la côte. Et pour aider les autorités en fait à mieux visualiser ce phénomène à l'ensemble de leurs côtes, hein, l'Indonésie c'est pas loin de 17 000 îles, donc c'est quand même assez important. Et ben on a créé par exemple, on a établi un atlas des côtes avec l'ensemble des concentrations de particules pour indiquer aux autorités là où il y avait le plus de chances de retrouver de plus en plus de plastique. Et donc, typiquement c'est le genre d'outils et de diagnostic qu'on peut faire. Après, évidemment, c'est pas moi qui vais aller sur toutes les places du monde pour ramasser, hein, Oui, bien sûr. pour donner des éléments de réponse. Mais voilà, typiquement, ça peut être ce genre de choses qu'on espère être utile pour des D'accord. autorités locales. Une forme de cartographie, hein, Voilà, une forme de formidable. cartographie des déchets échoués dans un modèle. Alors, ça peut paraître étonnant, mais on a quand même essayé de comprendre, de savoir si notre modèle ne disait pas de trop de bêtises. On a fait des études avec les quelques points d'observation qui étaient faites localement par les gens sur les plages. Et puis après, on a dressé l'ensemble de la classe sur l'ensemble des côtes indonésiennes, ce qui est remis aux autorités, bien sûr, et ce qui permet aujourd'hui, tant soit peu, de pouvoir leur indiquer, en tout cas, où est-ce que leur effort de nettoyage serait plutôt à faire. Mais là-dessus, d'ailleurs, on a eu une histoire assez drôle en préparant cette émission, d'ailleurs, dont Alexis nous a parlé, des canards en plastique. Vous connaissez cette histoire, qui se sont retrouvés échoués sur une plage. Et aussi, on avait des téléphones Garfield il y a 30 ans, donc 20 ans. Enfin. Voilà, ça, c'est... Le téléphone Garfield, c'est le Graal des gens qui ramassent les lèvres de verre. C'est vrai, c'est devenu une icône. Et Nikon, oui. Alors, il y en a deux, en fait, hein, mais pour faire court, le Garfield, c'est sur mes côtes, hein, c'est à quelques dizaines à peine quelques kilomètres à vol d'oiseau de là où je vous parle. Effectivement, il y a un conteneur qui était tombé à l'eau dans une grotte et qui contenait des téléphones Garfield et qui, en fait, en fonction de la dynamique du goulet de Brest, relâchait de temps en temps des bouts de téléphone. Et effectivement, le Graal pour ces gens qui ramassent le long des plages, que je salue, hein, j'ai plein de gens qui m'ont contacté par rapport à ça, c'était de retrouver un téléphone Garfield des années 70. Oui. Mais donc là, on reste quand même sur quelque chose de local, même si c'est assez ancien finalement. Mais est-ce que ça peut arriver que ce soit sur une distance très longue ? Oui, alors ça rejoint plutôt les petits canards, effectivement. Donc, il y a eu dans les années 90, il me semble, un autre container perdu par un bateau lors d'une tempête en plein milieu du Pacifique Nord, qui a essuyé vraiment une grosse tempête et qui a perdu des jouets de bain, notamment des petits fameux canards jaunes, et qu'on a retrouvé donc dans les premiers temps plusieurs mois après. Donc là, on était plutôt vers les Aléoutiennes, donc plutôt vers le côté Japon du Pacifique Nord, si vous voulez, et qu'on a retrouvé quelques mois après sur les côtes de l'Alaska. Il faut savoir que donc on a même été capable de les identifier et on sait depuis en plusieurs années, certains ont même été pris
par le détroit de Bering dans les glaces de l'Arctique, de l'océan Arctique. Ils se sont un peu transportés par les glaces. La glace a fondu à un moment donné dans l'océan Atlantique, mais cette fois-ci, donc, on avait traversé le bassin et donc on les a retrouvés dans la partie atlantique. Incroyable. Sacré trajet pour les canards. Un des exemples les plus connus. Alors, toutes ces trajectoires, si vous voulez, toutes ces connexions possibles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est vraiment presque une thématique de recherche, hein, c'est la connectivité. On connaissait la connectivité pour les écologues ou les biologistes connaissent ça, mais la connectivité des plastiques, finalement, ça sera de comprendre comment ils seront capables d'être transportés. Alors, c'est qu'une infime partie, évidemment, de tous ces plastiques. Hein. La plupart du temps, les plastiques qui arrivent dans l'océan par une rivière vont s'échouer sur les plages autour de l'arrivée de cette rivière dans l'océan. Ouais. Mais certains d'entre eux seront capables de faire des voyages, on va dire, extraordinaires, ou en tout cas trans-bassin et trans-océaniques. On voit bien que cette pollution, du coup, est globale en plastique. Et nous, à la Fondation, on a une fondation en santé environnement, mais on a quand même un lien très très fort depuis 10 ans avec l'écotoxicologie, qui est un peu notre ADN. On connaît notamment l'équipe du LEMAR, donc à Brest, qui travaille sur ces sujets des effets des microplastiques, combinés ou non au changement climatique, sur l'environnement et les espèces. Est-ce que vous avez des projets de recherche en collaboration avec cette équipe du LEMAR en écotoxicologie ou d'autres équipes en écotoxicologie? Oui, oui. Je les connais bien, je les salue d'ailleurs, s'ils ont un jour la chance d'écouter cette interview. Mais effectivement, on a un projet commun avec ma collègue Ika Polpont, par exemple, où cette fois-ci, on regarde l'effet des plastiques dans l'interaction d'un modèle qui va prendre en compte donc la dynamique de l'océan, mais aussi tous les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire tous les cycles des nutriments de l'océan, et puis le phytoplancton et le zooplancton dans un premier ordre. Et effectivement, on a une collègue qui travaille sur ces aspects-là, et on a besoin d'avoir, si vous voulez, l'expertise en fait finalement de tous ces compartiments. Elle passe par différentes personnes, et on a besoin de réunir tout pour effectivement mettre en place dans ce type de gros modèle les cycles biogéochimiques et de comprendre si ça peut avoir donner en fait un terme d'exposition au zooplancton, hein, le zooplancton étant et le phytoplancton le premier maillon de la chaîne alimentaire des océans. Ok, merci. Et du coup, la suite là, de projets pour étudier les courants et les plastiques, c'est quoi? Alors, c'est d'essayer de continuer toujours à améliorer en fait nos modèles. C'est essayer de mieux comprendre cette connectivité dont je parlais à l'instant à l'échelle globale. Hein, savoir que effectivement, on en a besoin pour mieux comprendre si on veut mettre en place des solutions. Hein. J'ai essayé de travailler avec des associations qui travaillent aussi sur place ou qui ont des actions sur place pour le nettoyage des ports ou des bras de rivière, par exemple. Okay. Et puis, il y a des projets un petit peu plus, on va dire, expérimentaux, ou en tout cas qui sont simplement pour explorer. Et là, le dernier qu'on vient de lancer, par exemple, c'est de mieux comprendre quelle est la part des plus petits microplastiques, donc ceux qui sont vraiment les très petits et qui sont capables d'être transportés dans l'atmosphère. Et leur source principale, c'est l'océan. Hein. L'océan et l'atmosphère se étant en contact sur l'ensemble des surfaces océaniques, effectivement, c'est une source importante de ces plastiques qui vont être capables d'être transportés par l'atmosphère. Et on aimerait mieux comprendre finalement tout ce transfert depuis les couches océaniques dans les couches atmosphériques. Un transfert, cette fois-ci, qui est fait au même titre que ce qui est fait dans l'océan, donc c'est fait par l'atmosphère cette fois-ci, et qui va pouvoir se retrouver à un moment donné piégé dans d'autres régions, voire qui va revenir sur les terres et puis donc influencer ce qui se passe dans l'environnement, mais cette fois-ci plutôt terrestre. Tout un programme. Merci beaucoup Christophe Maes. Est-ce que vous voulez, on arrive à la fin de cette émission, est-ce que vous voulez nous faire part de quelque chose? Vous avez un message, vous parliez tout à l'heure aussi. Ouais, je voudrais simplement dire que c'est un problème en fait que moi j'ai découvert depuis une dizaine d'années, que je travaille sur cette thématique proprement parlée. Et c'est vrai que maintenant j'ai tendance à le présenter à l'échelle d'une vie en fait, si vous voulez. Quand moi je suis né, il y a quand même quelques années maintenant, quelques décennies même, on produisait 27 millions de tonnes de plastique par an. L'humanité produisait ça, et aujourd'hui on a dépassé les 400 millions. Donc vous voyez qu'en fait on a un facteur 10, plus de 10 à l'échelle d'une vie, donc c'est vraiment important. Alors le changement, c'est pas pour dénier du tout le changement climatique ou d'autres problématiques qui sont importantes dans l'environnement, mais c'est vrai que comprendre cette pollution des plastiques dans l'océan, elle est vraiment cruciale, et il faut entre guillemets faire vite, puisque les projections sont pas du tout à la baisse en termes de production de plastique, et il est probable qu'à l'horizon 2050, on aura dépassé peut-être le millier de millions de tonnes de production. Alors tout se retrouve pas dans l'océan, mais une bonne partie à terme se retrouvera quand même dans l'environnement, et en particulier dans les océans. Et le traité international, justement, à ce sujet, contre les plastiques, vous en faites partie, vous suivez ce qui se passe? Alors, je suis effectivement ce qui se passe à travers l'expertise qu'on peut apporter effectivement
à ce genre de négociations, puisque pour l'instant, c'est encore des négociations. Et effectivement, je suis parti enfin, en tout cas, je fais partie du camp qui voudrait voir un traité relativement contraignant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait d'ailleurs plutôt interviewer des spécialistes du recyclage ou des choses comme ça, des gens des polymères, hein, des chimistes purs et durs, pour essayer de comprendre qu'en fait, finalement, la solution, elle commencera par arriver à partir du moment où on sera capable de réduire cette production. Alors, c'est pas du tout la flèche. Pour l'instant, la flèche, la production, elle reste plutôt, et les projections restent plutôt exponentielles, là où il faudrait vraiment l'inverser et passer à un mode de réduction drastique de la production. De la production de plastique. Oui. Bien, merci beaucoup Christophe Maes. C'est entendu, réduisons la production de plastique. Si on veut en savoir plus sur vos recherches, éventuellement, où on va, à qui on s'adresse ? À part à nous, évidemment. Il doit y avoir quelques informations. J'en profite peut-être aussi pour indiquer que je travaille effectivement pour l'Institut de recherche pour le développement durable et que c'est une part de nos actions de faire part de ces thématiques et de cette compréhension vers les pays du Sud, vers les pays qui sont le plus en voie de développement, qui souvent d'ailleurs n'ont pas cette priorité première des plastiques. Ils ont d'autres problématiques plus fortes liées à l'eau, par exemple, ou à l'agriculture des sols. Mais par contre, en général, ça peut venir combiner et l'ensemble des pollutions se combinant, en général plutôt de façon néfaste. Ils sont intéressés aussi par essayer de comprendre ce qui se passe dans leur propre pays. Et je pense que sur le site ird.fr, vous trouverez facilement des traces des travaux qu'on a pu faire ces dernières années. Toutes les informations nécessaires. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup Christophe Maes d'avoir été avec nous et pour toutes ces informations. Et puis, on passe à la suite. C'est la pause musicale de Damien, Solar Project People. Merci à vous. Merci. I've known this city my whole life. Every street, every avenue, every shops, buildings, every square inch of concrete and grass. Although I don't know anything about the people. You know, the people who make it vibrate, breathe, come alive. Take this street, for example. How many people have walked it? Millions, billions? How many smiles exchanged? How many words spoken? Solitude is gaining me, but the sun makes me want to discover humankind all over. If you feel me on that, come on, just give me a smile next time. People left, people right. People watch, people go by. People left, people right. People watch, people go by. Every day when I get outside looking for the wild, till the best of I am waiting for a smile. Every mile is a chance to meet someone in those streets. If I may not feel all this space between you and me, am I wrong to think I've never been so lonely? Since I walked this city, if I keep loving you, would you ever take a look at me? People left, people right. People watch, people go by. People left, people right. People watch, people go by. I wanna know your story. What do you do for a living? I'm next to you. Why don't you tell me about your dreams? Looking all over again for someone who don't let me down. Am I wrong to think you've never been so lonely? Since you walked this city, if you keep loving me, would I ever take a look at you? People left, people Can you tell right. me why our eyes stay focused on the ground 3 feet People away? watch, people go by. And there's so much beauty in people's faces, People left, so many stories in their eyes. I want to break these barriers so we can all dance every day to the sun's rhythm. people left, people right. People watch, people go by. People left, people right. People watch, people go by. People
Vous reprendrez bien un peu de science ? Et c'est parti avec les actualités scientifiques. Aujourd'hui, on parle de consultation pesticides et pathologies pédiatriques lancée au CHU d'Amiens en Picardie. Et on parle également, évidemment, on ne pouvait pas s'en passer, du plan éco-phyto. Alors tout d'abord, on va partir en Picardie. La Picardie, ses forêts, mais également ses champs agricoles. Depuis novembre 2023 et pour la première fois en France, une consultation pesticides et pathologies pédiatriques a été lancée au CHU d'Amiens en Picardie, sous l'impulsion notamment de chercheurs du laboratoire Peritox. Cette consultation a été créée pour accompagner la prise en charge des familles et faire connaître l'exposition professionnelle d'un parent ou des deux parents aux pesticides. Alors revenons un peu en arrière pour voir comment ça s'est passé. L'idée de cette consultation est née en octobre 2020, lorsque le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides a été créé par le gouvernement. Ce fonds s'adresse aux professionnels exposés aux pesticides, mais il comporte aussi un volet pédiatrique pour les enfants exposés in utero. Alors cette consultation au CHU d'Amiens vise donc à établir un lien potentiel entre l'exposition professionnelle des parents aux pesticides et la pathologie de l'enfant. Alors par pathologie, on distingue en ce moment 4 pathologies au CHU d'Amiens, 2 malformations congénitales, des tumeurs cérébrales ou encore des leucémies. Et concrètement, comment ça se passe ? Les médecins du CHU qui suivent les petits patients informent les parents qu'une consultation existe pour déterminer si la pathologie détectée chez leur enfant est liée à l'exposition aux pesticides des parents. Si les parents le souhaitent, ils remplissent un questionnaire, l'un concernant la mère et l'autre concernant le père. Et ça, c'est également novateur de s'intéresser au père, parce que le plus souvent, on s'intéresse à l'exposition in utero chez la mère. Mais chez le père, des liens de cause à effet commencent à être mis en évidence entre exposition du père et pathologie de l'enfant, avec de l'épidémiologie par exemple, même si les explications physiologiques sont encore mal comprises. S'il est établi qu'il y a une exposition professionnelle d'un ou des parents avant, durant la grossesse, l'enfant est reçu en consultation et ses soins sont pris en charge à 100%. À suivre donc lorsqu'il y aura du recul dans un an, probablement en 2024 ou 2025. Et comme le disait Delphine, on n'a pas pu s'empêcher de vous parler du plan éco-phyto qui a défrayé la chronique tout le mois de février. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan éco-phyto ? Donc si vous avez un peu suivi l'actualité, vous aurez compris qu'il concerne l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, autrement dit les pesticides. Ce plan a été lancé en 2008 et il visait à réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici 2018. Alors voyant que l'objectif ne serait pas tenu, l'échéance a d'abord été reportée à 2025 et elle devrait encore être repoussée à 2030 cette année. Alors pourquoi on en parle tant ? Parce que face aux manifestations des agriculteurs début 2024, le gouvernement français a annoncé le 1er février une mise en pause, une mise à l'arrêt du plan éco-phyto, alors même que les scientifiques soulignent au contraire le besoin de le renforcer parce que jusque-là, il n'a pas permis de réduire l'usage des pesticides. Donc, dans une tribune signée par 140 d'entre eux, les chercheurs font part de leur inquiétude et de leur indignation face à cette décision, rappelant l'impact avéré des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, et soulignant surtout au passage que ces produits sont retrouvés dans tous les milieux, c'est-à-dire l'eau, le sol, l'air, même s'ils sont loin des zones d'application. Bref, 3 semaines après la mise en pause, le gouvernement annonçait la reprise du plan éco-phyto, mais avec un changement de l'indicateur utilisé pour évaluer la quantité de pesticides utilisés. Donc on va dire bye-bye au franco-français NODU pour nombre de doses unités, et bonjour à l'indicateur européen HRI1 pour indicateur de risque harmonisé. Et c'est loin d'être anecdotique. En effet, ce nouvel indicateur donne des résultats plus favorables et pourrait montrer une baisse de l'utilisation des pesticides en trompe-l'œil. Par exemple, sur une même période, là où le NODU indique une augmentation de l'utilisation des pesticides de 3%, le HRI1, lui, montre une diminution de 30%. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que le plan éco-phyto continue et qu'avec lui, on a le lancement de 2 appels à projets pour financer des programmes de recherche et d'innovation pour trouver des solutions et des alternatives aux pesticides. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle l'importance et donc l'avancée qui est faite entre l'exposition professionnelle des parents aux pesticides et les pathologies des enfants. Et ça, c'est une véritable avancée et on regrette évidemment le plan éco-phyto. Voilà, on passe à la science poétique avec Pauline. La science poétique. Aujourd'hui, je vous partage un extrait de texte de l'artiste plasticienne Charlotte Rondon. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. L'infini déforme nos repères, altère notre raisonnement. Il nous donne le vertige, dépassé par la profondeur du mystère de l'univers. Avec la science, nous avançons dans la connaissance de ces lois, mais il nous faut renoncer à l'idée qu'on puisse un jour arriver à tout comprendre. Hubert Reeves.
La connaissance doit conduire l'être humain à s'ouvrir à ce qui le dépasse et non à se penser supérieur dans l'objectif de maîtriser le monde. L'art et la science permettent de placer l'homme dans une forme d'humilité face à la complexité et à la force de la nature. Je pense l'homme comme un élément parmi tous les autres, les minéraux, les végétaux, les animaux, la lune et les étoiles, ils forment un tout qui vit en harmonie, en symbiose, à l'image des premières croyances animistes. Chaque élément a un rôle. L'un contribue à la naissance et à l'évolution de l'autre dans un cycle perpétuel. La dégradation d'une feuille tombée d'un arbre forme l'humus qui nourrit la graine. Chaque œuvre montre le processus cyclique de la naissance par la destruction, comme l'altération de la roche-mère qui donne vie à des organismes et à des végétaux. L'homme s'intègre naturellement dans ce cycle. Je questionne sa manière d'habiter ce monde et non son monde. Merci Pauline, il y a un grand silence, c'était très très beau. Merci à Charlotte Renaud. On passe maintenant aux actualités de la Fondation. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et les actualités de la Fondation, on parle de la prochaine conférence. Et oui, la prochaine conférence, donc, ce sera le 20 mars avec David Ciossa, que nous invitons à Valence, toujours à la médiathèque La Tour-Maubourg à 18h. Et donc la thématique de cette conférence, ce sera les agro-écosystèmes et l'impact des polluants et de la température sur les insectes ravageurs et la recherche de nouvelles solutions. Damien, on parle également de l'appel à projet qui est sorti en février. Exactement, donc l'appel à projet concerne cette année l'eau et les enjeux liés à l'eau, donc ça peut être la qualité, la quantité, et en fait on va promouvoir les recherches innovantes concernant notamment les solutions face à ce problème de qualité de l'eau. Merci Damien, donc soyez nombreux, postulez, faites passer cet appel à projet pour qu'on ait des projets les plus nombreux possibles. Et puis on passe à Marie-Cécile qui nous lance un petit appel à candidats. Et oui, parce qu'en fait, la Fondation va lancer prochainement des ateliers de découverte du sol. Donc pour découvrir la texture, les propriétés physico-chimiques, mais aussi la biodiversité du sol. Donc si vous avez une parcelle de potager dans un jardin partagé ou pas, à Valence, Bourg-les-Valences ou Portes-les-Valences, venez, vous êtes les bienvenus. Donc les ateliers consisteront en de petites expérimentations ludiques et faciles qui ne nécessitent absolument pas de connaissances particulières. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous faire part de votre intérêt et nous contacter à monsol.valence@gmail.com. On peut répéter peut-être Oui, c'est monsol, donc monsol en un mot, .valence@gmail.com. Merci beaucoup. Donc, contactez-nous nombreux. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette parenthèse scientifique où nous avons parlé des courants marins, les plastiques et l'océanographie physique quand les chercheurs tirent parti d'une pollution globale. Et ici, on parlait du plastique et de l'étude des courants à travers ces plastiques. On remercie Christophe Maes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, moi, je remercie tout le monde. Merci. Et au revoir. Et quant à nous, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.